Dans une interview à un journaliste brésilien en 1973, Klaus Barbie déclare, sans une hésitation dans la voix, « J'étais un SS. Vous savez ce que c'est, un SS ? Une sorte de surhomme. Un spécialiste, spécialement choisi par Hitler. De quoi devrais-je me repentir ? Je suis un nazi convaincu ? Si je devais renaître 1000 fois, je choisirais 1000 fois cette vie. » L'extrait est cité dans une biographie aussi précise que complète, écrite par le journaliste Peter Hammerschmidt. L'auteur y rappelle que l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise n'a jamais exprimé le moindre regret pour les crimes qu'il a commis. À ses yeux, la guerre excusait toutes les brutalités et le nazisme n'aurait été qu'une conception du monde, une conception que Klaus Barbie jugeait supérieure à toutes les autres. C'est cette revendication d'un droit à l'inhumanité, cette revendication d'un droit à refuser l'existence des autres qui lui a servi de compas mental toute sa vie. À partir de 1978, Barbie s'implique dans la préparation d'un coup d'État pour installer en Bolivie une dictature capable de durer plusieurs décennies. En secret, il rédige un rapport détaillant les grandes lignes de ce qui devra être le nouveau régime politique. Puis, avec le soutien de la communauté allemande, il recrute plusieurs spécialistes de la déstabilisation et de l'agitation politique. Toujours en secret, des contacts sont pris avec des barons de la cocaïne pour assurer le financement de l'opération. Des groupes paramilitaires sont créés et réunis autour du général Luis García Mesa, chef des armées, qui avait déjà participé au coup d'État contre le président Paz Estenssero en novembre 1964. Une force d'environ 3000 hommes est mise sur pied, accueillant dans ses rangs tout ce que l'extrême droite compte de mercenaires. S'il est actif en coulisses, Barbie se garde d'apparaître ouvertement dans l'organisation de ce putsch. Il œuvre à la manière d'une éminence grise sans laquelle rien ne serait possible. En juin 1980, le candidat Hernán Siles Suazo, favorable à la démocratisation de la Bolivie, remporte la présidentielle avec un peu plus de 38% des voix. 18 jours plus tard, le général Mesa s'empare du pouvoir avant que Siles prête serment. La résistance populaire est trop faible pour déjouer le 189e coup d'État de l'histoire bolivienne. Ce putsch de la cocaïne, comme l'a surnommé la presse internationale, est censé apporter une stabilité institutionnelle que le pays n'a jamais connue. Barbie en est convaincu. La répression s'abat immédiatement sur l'opposition de gauche. Et pendant quelques semaines, l'ancien SS a le sentiment d'avoir réussi un coup magistral dans sa patrie d'adoption. En réalité, Barbie évalue mal la situation. Le gouvernement de Mesa est trop dépendant des cartels de la drogue. Déjà répandue, la corruption ne fait que se généraliser. Les groupes paramilitaires se transforment en services de sécurité protégeant les barons de la cocaïne. Plus de 2000 tonnes de poudre blanche sont écoulées au cours de l'année 1980 vers les États-Unis et l'Europe. S'il est soutenu par le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, Mesa est soumis à une intense pression internationale. La Bolivie est en passe de devenir un narco-État, difficile à défendre, même avec tout le cynisme dont peut faire preuve la CIA. Le 4 août 1981, le général s'enfuit vers l'Argentine. Son règne a duré 1 an. Klaus Barbie
est de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Ses amis lui conseillent de quitter la Bolivie, mais ses avocats lui assurent qu'il ne risque rien. Il n'existe pas de convention d'extradition entre la France et la Bolivie. Les demandes présentées en 1972 et en 1974 ont été rejetées. Barbie voit qu'autour de lui, le monde change à son désavantage. Les régimes autoritaires tombent, sanctionnés pour leur incompétence face aux problèmes économiques et aux inégalités sociales. La démocratie s'impose en Équateur en 1979, au Pérou en 1980, puis en Bolivie en 1982, avec la victoire d'Hernán Siles, qui est, cette fois, investi président. Certains jours, il songe à fuir pour se réfugier dans un autre pays, mais sa femme souffre d'un cancer. Lui suit un traitement médical en raison d'un accident vasculaire cérébral. Peu après son entrée en fonction, Hernán Siles annonce que Klaus Barbie doit être extradé. L'ancien gestapiste devient le symbole de la collusion infâme entre les dictatures sud-américaines et les anciens cadres du nazisme. Sur le papier, la procédure est relativement simple. Sur le plan politique, elle se révèle particulièrement complexe. Extrader Klaus Barbie. Mais vers quel pays ? Vers l'Allemagne ? Le chancelier Helmut Kohl se montre réticent à cette solution. Il n'a aucune envie de ranimer les douloureux souvenirs du passé allemand, préférant laisser au temps le soin d'accomplir une œuvre d'apaisement. Le chancelier redoute aussi qu'un procès de Klaus Barbie en Allemagne aboutisse à un verdict qui ne soit pas du goût des Français. Une telle issue serait dommageable au moment où Kohl et Mitterrand font de l'amitié franco-allemande un pilier de leur gouvernance. C'est le ministre bolivien de l'Intérieur, Mario Roncal, qui trouve la solution. « 25 janvier 1983. Klaus Barbie est à nouveau incarcéré à la prison centrale de La Paz. Mais cette fois, il ne s'agit plus de le protéger contre ceux qui veulent le voir expulsé du pays. Barbie est poursuivi pour des malversations financières commises une dizaine d'années plus tôt quand il occupait le poste de directeur d'une société de transport maritime du nom de Transmaritima. L'objectif de cette entreprise était de redonner à la Bolivie une flotte marchande, en dépit du fait que le pays n'ait plus d'accès à la mer. Klaus Barbie doit rembourser la somme de $10 000 qu'il a détournée et que lui réclame le ministère de l'économie. Sentant la menace se faire précise, Barbie charge ses avocats de réunir l'argent et de le déposer auprès du fisc afin d'être libéré au plus vite. Mais Mario Roncal anticipe la réaction de Klaus Barbie et invente un stratagème pour justifier son maintien en détention. Quand le secrétaire de Barbie se présente un jour en fin de matinée pour déposer la somme exigée, les bureaux du fisc sont fermés. Le secrétaire annonce qu'il reviendra dans l'après-midi. En fait, Roncal a ordonné aux fonctionnaires de prolonger leur pause déjeuner, le temps pour le ministère de l'Intérieur de régler lui-même la dette et disposer d'un motif pour garder Barbie en prison. En théorie, l'extradition de l'ancien SS doit être approuvée par la Cour suprême. Pourtant, Roncal annonce le 27 janvier que Barbie va être extradé, sans préciser vers quel pays. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 4 février 1983. Klaus Barbie est officiellement informé qu'il est déchu de la nationalité bolivienne, dont il bénéficie depuis 1967. Il est accusé d'avoir participé
à la création de groupes paramilitaires, auteurs du coup d'État de 1980, et d'être le complice des cartels de trafiquants de drogue. Cette fois, il le sait, il ne bénéficie plus d'aucune protection. Il est seul. Au cours des mois précédents, Serge Klarsfeld et Régis Debray, conseillers de François Mitterrand, se sont activés en coulisses. Ils ont compris que l'élection d'Hernan Siles changeait la donne en Bolivie. Klarsfeld et Debray réussissent à convaincre le président français de présenter une nouvelle demande d'extradition contre Barbie. En secret, et avec la complicité du pouvoir bolivien, la DGSE, les services secrets français, monte une opération d'exfiltration qui n'apparaisse pas embarrassante pour le gouvernement de La Paz. La DGSE affrète un avion militaire en le maquillant en appareil d'une société commerciale privée bolivienne. La Paz, 4 février 1983. Klaus Barbie est extrait de sa cellule en début de soirée. Vers 21h, des policiers franchissent la porte de la prison centrale, entourant un homme dissimulé sous une couverture. Ils prennent la direction de l'aéroport, suivis par une cohorte de journalistes et de photographes venus assister à l'extradition. En réalité, il s'agit d'une diversion. Barbie sort par une porte latérale et est emmené au ministère de l'Intérieur. Là, il est conduit à l'aéroport d'El Alto. L'ancien SS n'oppose aucune résistance. Au contraire, il suit ses gardiens avec enthousiasme et presque de l'impatience. Il est convaincu qu'il rentre chez lui, en Allemagne, pays qu'il a fui il y a 32 ans. Pendant le vol, Barbie se montre poli et aimable, comme soulagé. Il plaisante avec l'équipe de la télévision bolivienne, qui a été mise dans la confidence et a été autorisée à l'accompagner. C'est en apercevant les uniformes des soldats de l'armée française sur le tarmac de l'aéroport de Cayenne qu'il comprend que sa cavale est terminée. Près de 40 ans après la fin de la guerre, le chef de la Gestapo lyonnaise est renvoyé en France pour y répondre de ses crimes. La justice qui n'a cessé de fuir a fini par le rattraper. Le boucher de Lyon est transporté par avion de Cayenne à la base aérienne d'Orange. Puis il est placé dans un hélicoptère et conduit à l'aérodrome de Corba, au sud de Lyon, et enfin à la prison de Montluc, où il est enfermé le lendemain, à 22h25. C'est dans cette prison que les SS torturaient et assassinaient les résistants. L'instruction, confiée au juge Christian Riss, dure près de 2 années. En janvier 1985, le magistrat annonce qu'il retient 3 chefs d'inculpation sur les 8 que contenait la demande d'extradition française. Klaus Barbie doit répondre de la rafle dans les bureaux de l'Union générale des Israélites de France, la déportation de 650 prisonniers et la déportation des enfants d'Isieux. L'assassinat de Jean Moulin et les crimes contre la résistance n'entrent pas dans le cadre des crimes contre l'humanité. L'indignation est immense. Un recours est formé et examiné par la Cour de cassation qui rend un arrêt le 20 décembre 1985, autorisant à inclure les crimes contre la résistance dans l'acte d'accusation. Les faits deviennent imprescriptibles. Incarcéré à la prison Saint-Paul de Lyon, Klaus Barbie attend l'ouverture de son procès. Sa santé se dégrade au fil des mois. Il a subi une opération de la prostate. L'ancien SS est représenté par 3 avocats, dont Jacques Vergès, qui s'est fait une spécialité de défendre des criminels de premier plan. Avec l'accord de Barbie, Vergès définit une stratégie simple: inverser les rôles. L'avocat choisit de peindre la résistance française comme un mythe national dont l'importance a été exagérée après la libération. Vergès
insiste sur l'ampleur de la collaboration afin de renvoyer la France à un passé peu glorieux. Son objectif est de diviser l'opinion publique. Pour étayer leur défense, Vergès et ses confrères, Jean-Martin Mbemba et Nabil Bouaïta, dressent un parallèle entre les crimes commis par les Allemands et ceux commis par les Français en Indochine et en Algérie, lors des 2 guerres perdues par l'ancienne puissance coloniale. Après 2 nouvelles années d'attente, le procès de Klaus Barbie s'ouvre le 11 mai 1987. Pour les associations de victimes et de résistants, c'est le soulagement. Leur principale peur était que l'ancien gestapiste meure en prison et ne comparaisse pas devant la justice. La salle des pas perdus du palais de justice de Lyon a été aménagée pour accueillir ce procès hors norme. Ce procès pour l'histoire, couvert par 900 journalistes français et étrangers. Les débats sont filmés dans leur intégralité. 145 heures d'archives sont conservées à l'Institut national de l'audiovisuel. Au premier jour d'audience, Klaus Barbie entre dans la salle. Un léger sourire aux lèvres. Il s'installe dans le box des accusés. Il écoute en silence la lecture des noms des 113 parties civiles, puis la lecture des chefs d'accusation retenus contre lui. S'il est physiquement affaibli, l'ancien SS n'entend montrer aucun remords, aucune compassion pour ses victimes. Il ne leur donnera pas la joie d'apparaître accablé. Au contraire, le 13 mai, au 3e jour d'audience, alors que commencent les dépositions des victimes, Barbie se lève et annonce qu'il n'assistera plus au débat. Il n'entend pas le récit que fait la résistante Lise Lesèvre, des tortures qu'il lui a fait subir après son arrestation le 13 mars 1944, avant de la déporter vers le camp de Ravensbrück. Le 4 juillet 1987, après 6h30 de délibération, la cour d'assises du Rhône reconnaît Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Prenant la parole à l'énoncé de sa condamnation, il répète que ses actes se justifiaient par la guerre. Aucun remords, aucun regret. Barbie meurt le 25 septembre 1991 à l'hôpital Lyon-Sud, victime d'un cancer du sang et de la prostate. Il a 77 ans. Pendant 4 décennies, Klaus Barbie a bénéficié d'amitié et de complicité qui lui ont permis d'échapper à la responsabilité de ses crimes et de poursuivre des activités contraires aux droits humains. Se demander pourquoi il a agi de la sorte revient à chercher une explication et donc à esquisser une justification. En revanche, on peut s'interroger sur les motifs de ceux qui l'ont recruté et protégé, et notamment les services secrets américains. Utiliser Barbie comme agent a été jugé moralement acceptable en regard des intérêts stratégiques face à la menace soviétique. Pourtant, il reste une question. La preuve a-t-elle été établie que l'utilisation d'un criminel de guerre, tortionnaire et assassin, a permis d'atteindre l'objectif poursuivi et que cet objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens ?